Nous méprisons la cage, mais nous aimons l'oiseau qui ose voler, même si c'est un corbeau. Nous aimons les méchants, non pas pour leur méchanceté, mais pour leur liberté. Ils sont le miroir de l'ombre que nous réprimons, le non que nous aspirons à dire, le chaos que nous désirons déclencher. Le héros est lié par la morale, par la loi, par la compassion. Le méchant est libre. Ce n'est pas une histoire sur le bien contre le mal. C'est l'histoire de notre attraction dangereuse pour le chaos. Pour comprendre cette séduction, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la cage. La cage n'est pas faite d'acier. Elle est faite de conformité. Elle est faite de bonjour au patron que nous méprisons, de faux sourires lors de réunions inutiles, d'acquiescement en silence lors du dîner familial quand on dit des choses qui nous retournent l'estomac. La cage est le contrat social, et c'est épuisant. La civilisation se construit sur la répression. C'est le grand pacte faustien que nous signons tous à la naissance. Nous sacrifions 99% de notre être authentique, notre colère primaire, notre ambition brute, notre luxure, notre paresse, en échange de deux choses, la sécurité et l'acceptation. Carl Jung appelait cet être sacrifié l'ombre. C'est le sous-sol sombre de notre psyché où nous enfermons toutes les parties de nous-mêmes qui sont inacceptables. Freud l'appelait le ça, la bête d'impulsion pure. Nous vivons nos vies en veillant à ce que cette porte du sous-sol reste bien fermée à clé. Être bon consiste en grande partie à être un bon geôlier. Le héros est le geôlier idéal. C'est l'incarnation du surmoi. C'est un homme ou une femme qui a réprimé son ombre si parfaitement qu'il devient un symbole du contrat social. Il lutte contre la cage. Il lutte contre les règles. Et puis, voici le méchant. Le méchant est la catharsis de notre épuisement. C'est l'individu qui regarde la cage, l'examine, en rit et la met le feu. C'est l'incarnation de l'individu immanipulable. Il est pathologiquement authentique, non pas à un code moral ou à un bien supérieur, mais à ses propres désirs. Et il n'y a rien de plus effrayant, ni de plus séduisant, qu'un être humain qui a complètement éliminé le besoin d'approbation extérieure. Le méchant est l'ombre libérée. Et nous l'aimons, parce qu'il est un aperçu de ce que nous serions si nous arrêtions de faire semblant. Il n'existe pas de meilleur exemple de cette authenticité terrifiante que le Joker de Heath Ledger. Le Joker n'est pas un personnage, c'est une force philosophique. Nous l'aimons non pas parce qu'il est drôle, mais parce qu'il est le seul personnage honnête dans un monde d'hypocrites. Gotham City est un système construit sur des couches de mensonges. Le mensonge de la mafia, qui feint d'avoir des règles et une respectabilité. Le mensonge de la police, qui prétend que la loi est égale pour tous. Le mensonge de Harvey Dent, le chevalier blanc, qui prétend que la justice peut être gagnée en suivant le manuel. Et le mensonge de Bruce Wayne, qui prétend qu'un homme peut réparer une ville brisée en se déguisant en chauve-souris, mais sans tuer. Dans ce théâtre de masques, le Joker entre avec le visage peint. Sa peinture de clown est le masque le plus honnête de tous, car c'est une moquerie ouverte du concept de visage. Il admet que c'est une farce. Il est la vérité. Et il utilise cette vérité comme un scalpel. Il observe sa première scène avec la mafia. Il n'est pas là pour négocier. Il est là pour exposer son hypocrisie. Il se moque de sa peinture, de ses vêtements. Il répond avec le tour de magie du crayon. Cet acte n'est pas un chaos insensé, c'est une critique. C'est un acte de psychologie sombre. Il leur dit « Vous qui vous croyez des chefs de la pègre, vous êtes devenus mous, vous êtes devenus civilisés. Vous vous réunissez dans des salles de réunion en plein jour. Je suis le vrai monstre. Je suis ce que vous prétendez être. » Il ne veut pas d'argent. Il brûle sa part du butin. Il brûle une montagne littérale d'argent, au grand horreur du gangster. Pourquoi ? Pour prouver un point. Ce n'est pas une question d'argent, dit-il. Il s'agit d'envoyer un message. Il ne veut pas de pouvoir territorial. Il tue les chefs de la mafia. Il ne peut pas être acheté. Il ne peut pas être menacé. Il ne peut pas être négocié. C'est un chien sans laisse. C'est, comme il le dit lui-même, un agent du chaos. Et il nous séduit parce que son chaos
a une finalité philosophique. Il veut démontrer que la civilisation, la moralité, les règles sont une plaisanterie de mauvais goût. Une fine couche de glace sur un océan profond d'anarchie. Quand il dit à Batman « Tes principes, tes règles sont une mauvaise blague. Tu les abandonneras dès que tu te retrouveras en difficulté. » Il ne ment pas. Il prêche son évangile. Son chef-d'œuvre est l'hôpital. Il ne se contente pas de tuer Harvey Dent. Il le transforme. Il lui donne un sermon sur la véritable nature de la justice. Il dit « La seule justice, c'est le hasard. Je suis un chien poursuivant des autos. Tu sais ce que je ferais si j'en attrapais une? Je ne le ferais pas, parce qu'il ne s'agit pas du résultat, mais de l'acte. » Il donne à Dan la permission psychologique de libérer sa propre ombre. Il lui donne le pouvoir de la pièce. Et son expérience sociale sur les ferries est son sermon final. C'est une expérience de laboratoire de sa thèse. Il tente de démontrer scientifiquement que, avec une pression suffisante, tout citoyen civilisé, tout membre de la cage, se transformera en monstre pour survivre. Il est presque réussi. Nous voyons la main du citoyen ordinaire trembler au-dessus du détonateur. Et cette image nous horrifie, car nous savons qu'au fond, une partie de nous aurait également envisagé de l'appuyer. Nous aimons le Joker, parce qu'il est un terroriste philosophique. Sa méchanceté est une forme de critique radicale. C'est l'anarchiste qui ose brûler le système que nous n'osons critiquer qu'à voix basse. Il est l'incarnation de notre désir refoulé de dire « au diable tout ». C'est la liberté absolue. Et même si cette liberté est monstrueuse, une partie de nous ne peut s'empêcher de l'admirer. Mais cette authenticité chaotique n'est que la première couche de la séduction. Le chaos est fascinant, mais aussi épuisant. Et pour la plupart d'entre nous, la liberté du Joker est trop anarchique. Notre attraction pour lui est l'attraction pour un incendie de forêt. Nous l'admirons à distance en toute sécurité. Sous cette couche se trouve quelque chose de encore plus addictif. Ce n'est pas la fantaisie de la liberté chaotique, c'est la fantaisie du contrôle absolu. C'est l'arme du pouvoir. La plupart d'entre nous vivent des vies de silence impuissant. Nous sommes des rouages dans une machine que nous ne contrôlons pas. Nous obéissons à nos chefs, suivons des règles que nous n'avons pas écrites, payons des impôts à des systèmes que nous méprisons. Nous sommes des pions dans les jeux des autres. Même le héros est souvent un pion. C'est un esclave du besoin, une marionnette des circonstances. Le héros réagit. La ville est attaquée, et il répond. Le mal émerge, et il le combat. C'est un pompier perpétuel, courant d'un feu à l'autre, toujours un pas derrière. Le méchant, non. Le méchant ne réagit pas. Le méchant agit. Le méchant a un plan. Il a une agenda. Il a une volonté si pure et si forte qu'il tente de plier la réalité elle-même autour de lui. Le héros essaie de sauver le monde. Le méchant essaie de le refaire à son image. Et cette fantaisie d'agence absolue, de compétence totale, est peut-être la plus profonde de toutes. Il n'y a pas de meilleure incarnation de cette fantaisie de pouvoir intellectuel que le docteur Hannibal Lecter. Lecter est la séduction de la compétence suprême. Dans Le silence des agneaux, on le trouve dans la position de l'impuissance maximale, une cellule de sécurité maximale dans un asile médiéval, dans un sous-sol, derrière un mur de verre. Et pourtant, il est la personne la plus puissante dans chaque scène. Il est le maître des marionnettes. Sa cage n'est pas une prison, c'est un trône. Depuis sa cellule, il exerce un contrôle panoptique, non seulement sur les autres prisonniers, mais aussi sur ses gardiens. Son pouvoir n'est pas physique, il est mental. Son calme est une arme. Son refus d'être provoqué est une démonstration de supériorité. Son goût raffiné pour l'art, la musique et la cuisine est un bouclier intellectuel. C'est une façon de dire « Vous n'êtes pas mes geôliers, vous êtes mes invités, et je vous trouve de mauvais goût. » Nous n'aimons pas Hannibal malgré le fait qu'il mange des gens. Nous aimons Hannibal parce qu'il peut détruire psychologiquement un bureaucrate arrogant comme le Dr Chilton en 3 phrases. Nous aimons Hannibal parce qu'alors qu'il est enfermé dans une cage, il peut orchestrer une fuite si méticuleuse, si brillante et si brutalement artistique qu'elle transcende l'assassinat
pour devenir une performance. L'image du garde pendu à la cage, vidé et déployé comme un ange sanglant au son de Bach, n'est pas seulement de la violence. C'est une déclaration esthétique. C'est le pouvoir. Lorsque la sénatrice Martin tente de l'appeler avec l'arrogance du pouvoir politique, il la démantèle. Il la réduit de sénatrice à une simple mère allaitante et l'expulse de sa présence. Il est le vrai pouvoir. C'est la fantaisie d'être si intelligent, si compétent, que les hiérarchies du monde réel, argent, politique, prison, deviennent sans importance. C'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. Et cette fantaisie du super-homme intellectuel ne se limite pas à Lecter. Pensons à Ozymandias de Watchmen. C'est le méchant qui gagne. Il est si intelligent qu'il conçoit un plan pour sauver le monde en tuant des millions, et l'exécute avant même que les héros ne comprennent le jeu. Sa célèbre phrase « Je l'ai fait il y a 35 minutes » est l'orgasme de la compétition. C'est le pouvoir d'un dieu. Prenons aussi l'agent Smith dans Matrix. Ce qui séduit chez Smith, ce n'est pas seulement sa philosophie du virus, mais sa volonté. C'est le seul programme qui développe un but propre. Il se libère de sa cage, le système lui-même, et devient une force de la nature, un prédateur avec un plan. Même Thanos dans l'univers Marvel. C'est un titan génocidaire, mais sa caractéristique principale est sa volonté. Il a un plan cosmique, une philosophie, bien que tordue, et l'exécute avec une précision méthodique et imparable. Il est le moteur principal de toute la saga. Nous aimons ces méchants parce qu'ils incarnent l'agence pure. Ils sont ce que notre vie d'impuissance aspire à être, compétents, efficaces, capables d'imposer notre volonté dans un monde chaotique. Acronyme. Mais ce pouvoir intellectuel est froid. Cette compétence est admirable, mais elle est difficile à aimer. Il est difficile de ressentir de l'empathie pour un dieu, comme Lecter, ou pour une force de la nature, comme le Joker. Nous pouvons les admirer, les craindre, voire être d'accord avec eux en secret. Mais pour que nous ouvrions vraiment notre cœur aux monstres, pour que nous justifions notre attraction à un niveau viscéral, nous avons besoin d'une permission. Nous avons besoin d'une excuse. Et cette excuse est l'arme la plus manipulatrice de toutes, la tragédie. C'est le mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes, la narration que nous désirons, pour pouvoir aimer le mal sans nous sentir coupables. C'est la différence entre un monstre qui naît et un monstre qui se fait. Si le méchant est pure méchanceté, il est fascinant, mais psychologiquement distant. Mais s'il est blessé, si sa cruauté est la cicatrice purulente d'une douleur insupportable, il devient irrésistible. La tragédie est un cheval de Troie. Elle nous permet de baisser nos défenses morales et de laisser entrer l'empathie. Et une fois que l'empathie est à l'intérieur des murs de notre ville, le monstre qui se cachait en lui, la rage, la vengeance, la destruction, est en liberté. Nous profitons de sa vague de destruction, mais nous nous mentons à nous-mêmes. Nous nous disons que nous ne profitons pas de la violence. Nous comprenons la douleur qu'elle cause. Cette justification nous permet de faire deux choses à la fois. Elle nous donne une place au premier rang pour le chaos, et en même temps, elle nous fait sentir moralement supérieurs pour être si compréhensifs. Prenons le maître de la tragédie, Magneto. Eric Lehnsherr est un terroriste mondial. C'est un mutant suprémaciste. Il est prêt à commettre des génocides contre l'humanité pour atteindre ses objectifs. Objectivement, c'est un méchant sans équivoque. Nous devrions le haïr, mais nous ne le pouvons pas. Car la première fois que nous le voyons, ce n'est pas un terroriste. C'est un petit garçon, séparé de ses parents aux portes d'Auschwitz. Nous ne voyons pas un monstre, nous voyons une victime. Toute sa philosophie, son non catégorique à l'humanité, ne sont pas nés de l'ambition. Ils sont nés dans les camps d'extermination. Il a vu sa famille assassinée, non par des démons, mais par des humains civilisés qui suivaient simplement des ordres. Sa douleur est si profonde, sa colère si justifiée, que lorsqu'il mène sa guerre contre l'humanité, une partie de nous est de son côté. Lorsque Charles Xavier, le héros,
le supplie pour la paix et la coexistence, nous le voyons comme un idéaliste naïf. Lorsque Magneto répond que la paix n'est qu'un prélude à la prochaine chambre à gaz, nous le voyons comme un réaliste tragique. Sa douleur est la permission que nous nous donnons. Lorsqu'il libère son pouvoir, nous ne voyons pas un méchant détruire le monde. Nous voyons un survivant de l'Holocauste prendre sa revanche. Et une partie sombre de nous murmure « Ils ont ce qu'ils méritent ». Considérons le plus grand méchant tragique de la culture pop, Dark Vador. Dans la trilogie originale, il incarne le mal. Il est l'exécuteur d'un empire fasciste galactique. C'est un brute qui étouffe ses subordonnés pour leur échec. C'est un complice de la destruction d'une planète entière. Mais même alors, la séduction de son mystère est palpable. Puis, nous découvrons la vérité. C'est un ange déchu. C'était Anakin Skywalker, le héros prophétisé, le choisi. Et sa chute n'a pas été due à l'avidité ou au pouvoir. C'était par amour. C'était par peur de la perte. C'était un homme trahi par la froide doctrine de ses mentors Jedi, qui lui exigeait de réprimer ses émotions. C'était une âme brisée, séduite par un mal plus ancien, Palpatine, qui lui a promis la seule chose qu'il désirait, le pouvoir de sauver la femme qu'il aimait. Et il a échoué. Il a tout perdu. Et ce qui en est resté a été littéralement reconstruit en un monstre. L'armure noire n'est pas un uniforme, c'est une prison. C'est un système de survie qui lui rappelle son échec à chaque respiration artificielle. Nous ne voyons pas un monstre, nous voyons un prisonnier dans sa propre armure. C'est pourquoi nous passons 3 films sans attendre sa défaite, mais sa rédemption. La tragédie nous donne la permission de pardonner le génocide. Nous voulons que le fils sauve le père. Nous voulons qu'Anakin revienne. Sa tragédie nous permet d'aimer l'homme piégé à l'intérieur du monstre. Cette justification tragique nous permet d'aimer le monstre tout en nous sentant bien avec nous-mêmes. Mais cet amour est basé sur la peine. Il repose sur la justification. Que se passe-t-il lorsque le méchant n'a pas de justification? Que se passe-t-il lorsqu'il n'a pas de tragédie pour l'expliquer? Que se passe-t-il lorsque sa méchanceté est pure, hédoniste? Et pourtant, nous la désirons. Cela nous conduit au royaume du tabou, à l'arme du désir interdit. Notre contrat social ne réprime pas seulement notre colère et notre authenticité. Peut-être, de manière plus fondamentale, il réprime notre plaisir. La civilisation, en particulier la civilisation occidentale, est construite sur une base puritaine. On nous enseigne, dès la naissance, la vertu du sacrifice, la noblesse de l'humilité, la moralité de la chasteté et l'éthique du travail acharné. Les 7 péchés capitaux, orgueil, avarice, luxure, envie, gula, colère et paresse, ne sont pas seulement une liste d'avertissements religieux, ce sont les fondements de la cage. Ce sont les impulsions primaires que nous devons enchaîner pour être considérés comme bons. Le héros est le prisonnier modèle de cette cage morale. Il doit être humble, rejette la louange. Il doit être sacrificiel, préfère les besoins de tous aux siens. Il doit être pauvre, ou, s'il est riche, ne pas en profiter. Bruce Wayne vit comme un ascète. Tony Stark doit évoluer au-delà de son hédonisme. Le héros est la répression glorifiée. Et le méchant? Le méchant se donne une fête. Le méchant est la célébration des 7 péchés capitaux. C'est la libération de notre ça freudien. C'est la fantaisie de céder à chaque impulsion sombre, non pas avec culpabilité, mais avec joie. Il n'y a pas d'archétype mieux représenté que celui du prédateur séducteur par excellence. Le vampire. Dracula. Il est la personnification de la séduction interdite. Il est l'antithèse de la morale victorienne. C'est l'orgueil. Il est un aristocrate, un comte, une lignée ancienne qui méprise le bourgeois moderne comme Jonathan Harker. Son orgueil est son pouvoir. C'est l'avarice. Il vit dans un château décrépit, entouré de richesses anciennes, et cherche activement à étendre son empire, ses terres, sa collection de fiancés. C'est la paresse. Il dort toute la journée pendant que ses serviteurs mortels, Renfield et ses fiancés, font sa volonté. C'est la luxure. Et ici, c'est là que réside son vrai pouvoir.
Le vampire ne tue pas seulement, il séduit. Dans une société victorienne terrorisée par la sexualité, Dracula est une force de désir pure et sans adultération. Sa morsure n'est pas seulement un meurtre, c'est un acte d'extase douloureuse. C'est une perversion du baiser. C'est intime, pénétrant et transformateur. Il n'est pas une coïncidence que ses victimes préférées soient des femmes innocentes et réprimées. Prenons Lucy Westenra. Avant le vampire, c'est une dame convenable, se débattant entre des prétendants éduqués. Après la morsure, elle se libère. Elle devient une prédatrice sexuelle, séduisante, puissante et corrompue. Le vampire détruit la cage de la moralité. Il corrompt l'innocence et la libère de ses entraves. Il nous séduit parce qu'il représente une vie de désir pur et immortel, libre des conséquences de la société et, surtout, de Dieu. Le vampire ne craint pas l'enfer. Il est l'enfer, et il le rend irrésistible. C'est le péché sans la culpabilité. Et cette séduction du tabou va au-delà du vampire. Pensons à Gordon Gekko dans Wall Street. Son discours célèbre « L'avidité est bonne » est un sermon de méchant. C'est une célébration ouverte et sans excuse de l'un des péchés capitaux. Et il était si séduisant qu'il a inspiré toute une génération de jeunes à devenir des banquiers d'investissement, non pas malgré sa méchanceté, mais grâce à elle. Pensons à la femme fatale du film noir, comme Catherine Tramell dans Basic Instinct. C'est une prédatrice qui utilise sa sexualité, lust et son intellect, orgueil, comme des armes mortelles. C'est une Hannibal Lecter sexualisée. Et nous la désirons, même si nous savons qu'elle est la meurtrière. Nous aimons ces méchants parce qu'ils incarnent la libération. Le mal n'est pas une force extérieure qui nous envahit depuis l'écran. Ce n'est pas une entité extraterrestre qui nous tente. Le mal fait partie intégrante de notre propre psyché. C'est l'ombre de Jung. C'est tout ce que réprimons pour pouvoir fonctionner en société. C'est notre colère, notre ambition, notre égoïsme, notre logique froide, notre désir de chaos, notre mépris des règles. C'est le sous-sol où nous enfermons notre propre monstre intérieur. La fiction est le seul endroit sûr où nous pouvons descendre dans ce sous-sol, ouvrir la cage et laisser sortir le monstre. C'est le carnaval. C'est le mascarade. C'est le laboratoire psychologique où nous pouvons porter le masque du Joker, de Vader, de Dracula, de Lecter ou de Thanos, et danser avec nos impulsions les plus sombres sans brûler le monde réel. Nous n'aimons pas les méchants, malgré ce qu'ils sont. Nous les aimons pour ce qu'ils sont, parce que ce qu'ils sont fait partie de nous. Nous n'aimons pas les méchants parce que nous voulons leur ressembler. Nous les aimons parce que, dans les recoins les plus profonds, sombres et inconfessables de notre esprit, nous le sommes déjà. Ce sont notre désir refoulé de pouvoir. Ce sont notre juste colère. Ce sont notre logique interdite. Ce sont notre vérité inavouable. Ce sont notre propre ombre, enfin libérée de la cage. Et pour un instant, dans la sécurité et l'obscurité d'une salle de cinéma ou dans la solitude de notre chambre, cette liberté se sent divine.